Ce n'est un secret pour personne qu'Elon Musk est vraiment fasciné par l'idée d'envoyer des gens sur Mars. Rendre la vie multiplanétaire est l'objectif ultime de SpaceX, la société privée de vols spatiaux d'Elon Musk. Et les raisons pour lesquelles il tient à faire cela sont simples. Sauver la civilisation humaine d'un événement comme une catastrophe sur Terre, ou encore une frappe d'astéroïdes importante. Et il voit Mars comme la meilleure planète pour s'y installer. Mais comment Elon s'est-il impliqué dans cette mission? Le milliardaire est un grand fan de la sonde Voyager et a découvert une révélation surprenante faite par les deux engins spatiaux. Quelle découverte les deux sondes Voyager ont-elles faites cette fois-ci? Et combien de temps peuvent-ils rester dans le milieu interstellaire? Ces questions trouveront une réponse dans cette vidéo, alors regardez-la jusqu'au bout. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Le fondateur de SpaceX a publiquement déclaré son objectif d'établir la vie sur Mars. Il pense que pour que l'humanité soit autosuffisante, un nombre important de personnes sera nécessaire. Mais comment peut-il faire cela? L'utilisation d'un véhicule performant est nécessaire pour atteindre cet objectif. Plus de 100 personnes peuvent aller sur Mars en même temps à bord du Starship, une combinaison de fusées et de vaisseaux spatial. Le système est conçu pour être totalement et rapidement réutilisable, ce qui signifie que les principaux composants matériels ne seront pas abandonnés en mer ou laissés à brûler comme le font certains autres systèmes de lancement, mais qu'ils reviendront au sol et pourront être utilisés à nouveau. La réutilisation rapide fait référence à la capacité d'un vaisseau à être rapidement ravitaillé et préparé pour le décollage après son retour d'orbite, comme un avion. De ce fait, le coût global de l'entreprise s'en trouve réduit. Cependant, avant tout cela, Elon Musk était un petit garçon de 6 ans lorsque la NASA a lancé les deux sondes Voyager. Néanmoins, en tant qu'adulte, Musk et les sondes Voyager ont beaucoup en commun. Elon Musk, par exemple, lance actuellement des fusées commerciales depuis le Cap Canaveral en Floride, là où les emblématiques sondes Voyager ont décollé. Le fait que les deux sondes spatiales soient toujours en activité dans l'espace est tout simplement incroyable. Lorsque la mission a été lancée, peu de gens pensaient qu'elle durerait des décennies. Avec un objectif de 4 ans, les planificateurs étaient satisfaits. Et cela ne s'est pas arrêté là. Ces engins spatiaux continuent de découvrir de nouveaux faits sur le vaste univers. Plus ils découvrent, plus ils apprennent. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ces voyages n'auraient pas été lancés si les étoiles n'avaient pas été alignées. Littéralement, les étoiles dans ce cas étaient les systèmes solaires des plus grosses planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La dernière fois que cela s'est produit, c'était au début du 19e siècle. L'alignement des 4 planètes signifiait que les engins spatiaux bénéficiaient de l'attraction gravitationnelle de chaque planète battue qu'ils croisaient. C'est comme si la sonde était entraînée par une corde invisible qui se rompait à la dernière seconde, propulsant la sonde sur sa trajectoire. Les scientifiques de la NASA ont prévu que l'assistance gravitationnelle récurrente réduirait la durée du voyage entre la Terre et Neptune de 30 ans à 12 ans. Il n'y avait pourtant qu'un seul hic. L'alignement ne se produit qu'une seule fois tous les 176 ans. Donc, pour s'assurer que l'engin atteigne les planètes pendant que l'alignement était encore actif, il fallait lancer la sonde au milieu des années 1970, ce que la NASA a fait. Pour profiter pleinement de cette chance unique, la NASA a développé 2 engins plutôt qu'un. Mais jetons un coup d'œil à ces 2 sondes Voyager. Elles sont identiques en tout point et ont la taille d'une coccinelle Volkswagen. La NASA a équipé les engins d'une intelligence embarquée pour gérer toutes les tâches que les sondes avaient prévu de faire. Et il s'agissait essentiellement d'un ordinateur de 69 kilooctets. Il est abusif de comparer un porte-clés utilisé pour déverrouiller la porte d'une voiture à un smartphone, alors qu'il dispose d'une plus grande mémoire. Un émetteur de 23 watts de la taille d'une ampoule de réfrigérateur serait utilisé pour transmettre toutes les données nécessaires aux instruments du vaisseau spatial avant d'être relayés vers la Terre. Les 2 sondes utilisent des antennes paraboliques de 3,5 mètres de large pour envoyer et recevoir des signaux afin de compenser la faiblesse de l'émetteur. Voyager 1 détient actuellement le record de l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre dans le milieu interstellaire.
À des milliards de kilomètres, la réception des signaux de la sonde prend environ 2 jours et elle se trouve actuellement dans l'un des environnements les plus difficiles du cosmos, avec des températures extrêmement glaciales et une obscurité totale. Elle est également soumise à un niveau élevé de radiation. Ainsi, non seulement les instruments scientifiques à bord ont besoin d'énergie, mais l'engin doit également se maintenir au chaud dans l'atmosphère glaciale de l'espace. Comme ces engins ne sont pas situés dans un endroit où les rayons du soleil peuvent les atteindre, ils sont obligés de compter sur les RTGS, ou générateurs thermoélectriques à radioisotopes. 3 RTGS qui utilisent le plutonium-238 comme source de combustible et produisent de la chaleur qui est transformée en énergie électrique lorsque l'isotope se désintègre, se trouvent sur chaque sonde voyageur. Dès lors, que s'est-il passé après les 546 jours de voyage ? En mars 1979, Voyager 1 s'est posé sur Jupiter, alors que Voyager 2 avait décollé quelques semaines plus tôt dans une direction différente. En effet, l'engin n'est arrivé qu'en juillet de la même année. Les 2 sondes ont été construites pour fournir une base solide à leur caméra Vidicon, qui utilise des filtres rouges, verts et bleus pour générer des images en couleur. Ces dernières tournent à peine lorsqu'elles voyagent dans l'espace, la vitesse de rotation étant fait plus de 15 fois inférieure à celle de l'aiguille des heures. Il s'agit d'un choix de conception délibéré visant à réduire la probabilité des photos floues. Alors qu'il se trouvait encore à 3 ou 4 mois de Jupiter, Voyager 1 a commencé à transmettre des photographies de la planète, dont la clarté et les détails étaient stupéfiants. Les astronomes ont été surpris par les photographies de la Lune de Jupiter en raison de leur aspect étonnamment éblouissant. Avant l'émission, on pensait que toutes les lunes du système solaire ressemblaient d'une certaine manière à la Lune de la Terre. Personne n'avait prévu que les voyageurs rencontreraient une telle variété de paysages lunaires entourant Jupiter et Saturne. Alors qu'elle se trouvait à plus d'1 million de kilomètres de Jupiter, l'un de ses équipements, le système de détection de particules chargées à basse énergie, LECP, a capté ce que les scientifiques pensent être des signaux de souche. Ils ont commencé à voir des ions d'oxygène et de soufre frapper le détecteur. La densité des ions d'oxygène et de soufre avait augmenté de 3 ordres de grandeur par rapport aux mesures précédentes. L'équipage à bord a cru que l'équipement avait mal fonctionné, mais après une inspection plus approfondie, ils ont découvert qu'il n'y avait rien d'anormal. Grâce à la capacité des caméras de voyageurs à capturer des images des volcans actifs de l'Io, les scientifiques ont pu résoudre un problème. Il a été établi que la Lune, qui est un peu plus grande que la Lune de la Terre, est le corps volcanique le plus actif du système solaire. Avant cela, les seuls volcans actifs que nous connaissions étaient ceux de la Terre. Cependant, la quantité d'activité volcanique sur Io était 10 fois plus importante que sur Terre. Ce sont les éléments libérés par les volcans de la Lune qui ont donné à Io ses couleurs et qui ont fait que l'étrange a frappé le détecteur. Jetons un coup d'œil maintenant à la taille de ce volcan. Le plus grand volcan de l'Io, le Pelée, a libéré des panaches 30 fois plus hauts que le mont Everest. Un territoire à peu près de la taille de la France est recouvert de débris de Pelée. Près de 33 000 images de Jupiter et de ses satellites ont été prises par les seules caméras de voyageurs, la majorité d'entre elles montrant des détails jusqu'alors inconnus. Les 2 voyageurs se séparent près de Saturne. Voyager 1 traversant les anneaux de Saturne et dépassant Titan avant de tourner vers le nord, loin du plan de la planète. Voyager 2 s'est ensuite dirigé vers Uranus et Neptune, où il a découvert 10 nouvelles lunes et ajouté de nouvelles photographies à la liste. 3 ans plus tard, Voyager 2 atteignait 4795 km au-dessus de Neptune quand il a enregistré le vent le plus rapide jamais enregistré dans le système solaire, 1609 km/h. Il a également révélé que Triton, la plus grande lune de Neptune, est l'un des endroits les plus froids du système solaire, avec une température de surface pouvant atteindre moins 235 degrés Celsius et un volcan de glace qui éjecte de l'azote gazeux et des particules pilonnées. Voyager 1 est responsable de l'une des photographies les plus célèbres au monde, qui n'aurait pas été possible sans la persistance de l'éminent astronome Carl Sagan.
Après avoir vu les images de Neptune et de ses lunes, la NASA était prête à atteindre les caméras des 2 sondes spatiales, malgré le fait que la mission avait été prolongée dans l'espoir que les voyageurs atteignent le milieu interstellaire. Ils avaient déterminé qu'il n'y aurait pas d'images après Neptune puisqu'il n'y avait rien d'autre qu'un néant sans fin et des étoiles incroyablement lointaines tout autour. Sagan, quant à lui, a incité la NASA à demander à Voyager 1 d'envoyer une dernière série d'images. Grâce à son influence, la sonde a fait pivoter sa caméra vers la Terre le jour de la Saint-Valentin 1990 et a pris 60 dernières photos. Les plus remarquables sont les points bleus qui montrent la Terre à une distance de 3,8 milliards de kilomètres. La seule lumière provenant du Soleil qui était réfléchie par les optiques de la caméra a obscurci l'image, qui reste la représentation la plus éloignée de notre planète jamais prise à ce jour. L'image montre à peine notre planète. Elle n'occupe même pas un pixel complet. Bien qu'ils reçoivent 3 à 4 secondes lumière de moins chaque jour, les voyageurs sont toujours en contact avec le centre de contrôle. Les scientifiques peuvent communiquer avec eux par le biais du Deep Space Network de la NASA, qui consiste en 3 complexes de surveillance positionnés sur toute la planète. Les 2 sondes ont maintenant traversé l'héliopause, alors qu'ils poursuivent leur route hors du système solaire. Les 2 engins spatiaux peuvent encore étonner leur opérateur. Par exemple, la NASA a découvert que Voyager 1 renvoyait des données inhabituelles plus tôt cette année. L'antenne à haut gain de la sonde est alignée vers la Terre et les mouvements d'attitude sont contrôlés par le système d'articulation et de contrôle d'attitude ou AACS. Aujourd'hui, la CCS a renvoyé des données qui, selon les experts de la NASA, ne reflètent pas exactement ce qui se passe à bord de Voyager. Malgré son âge, la NASA maintient que Voyager 1 fonctionne bien pour l'essentiel. Par conséquent, l'équipage en charge du vaisseau surveille attentivement les signaux pour établir si les données erronées proviennent directement de l'ACCS ou d'un autre système chargé de créer et de relayer les données de télémétrie. Mais ils sont en mesure de résoudre le problème avec la mise à jour du logiciel. Longtemps après la disparition des humains, les sondes voyageurs continueront à naviguer dans l'espace. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.